Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur cette tranche de débat. Aujourd'hui, nous allons bien au-delà de l'analyse. Nous irons au cœur des secousses politiques qui animent le Bénin à l'approche de 2026, qui connaîtra bientôt, bien entendu, l'organisation des élections générales. Entre les tensions au sein de l'Union progressiste, le renouveau, les prises de position de Maître Adrien Rongbedi et la course à la désignation des candidatures, le paysage politique est bien en pleine ébullition. Pour décrypter ces enjeux cruciaux, et bien plus encore, nous avons l'honneur de recevoir Moukaram Badarou, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, cet acteur politique et essayiste percutant à son actif 2 ouvrages qui éclairent les consciences, le talonnisme, modèle de développement pour l'Afrique et échec des partis politiques. Les réformes étaient nécessaires. Mesdames et messieurs, préparez-vous à une émission sans langue de bois où chaque question compte ses zones franches. Nous recevons donc Moukaram Badarou. Bonjour. Bonjour, cher. Merci d'être des nôtres ce dimanche. C'est un plateau que je partage ce dimanche avec Eric Guédénon. Eric, bonjour. Franck Kaounou, bonjour. Monsieur Moukaram Badarou, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir choisi de passer votre matinée avec nous. J'avais beaucoup de plaisir. Allez, on va commencer par ce qui fait l'actualité. Justement, cette semaine, nous avons un leader politique qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle 2026. Comment cette décision, comment vous l'interprétez? D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de l'invitation. Je voudrais saluer, féliciter ce que vous faites ici à Canal 3, qui contribue fortement à notre renouveau démocratique, contribue fortement à notre démocratie, contribue fortement à l'information de nos populations installées ici au Bénin et même au niveau de la diaspora, qui contribue à leur formation aussi. Donc je vous remercie très sincèrement. Et par rapport à la question que vous posez, vous avez parlé de quelqu'un qui a déposé sa candidature. Monsieur Daniel Eda, pour être plus précis. Bon, comme vous le savez, il s'est déclaré officiellement candidat. Bientôt, nous avons les échéances électorales, les élections générales de 2026, qui va être une première dans l'histoire politique de notre pays, où la même année, nous aurons les élections, d'abord en janvier, les élections législatives, municipales et communales, et puis par la suite, après, en mars, nous aurons les élections présidentielles. Ceci qui est à l'actif des réformes que nous avons eues dans le pays et qui permet à ce que nous rationalisons un peu les deniers publics, nous rationalisons le temps de sorte que nous avons une année électorale. Et donc, pour ça, chaque acteur politique ça affûte ses armes, les formations politiques affûtent les armes. Quant à M. Daniel Eda, je crois que c'est de son droit légitime de se porter candidat à cette élection. Maintenant, entre la candidature et remplir les formalités pour y participer conséquemment, c'est toute autre chose. Vous y voyez des obstacles à sa candidature? Non, aucun, parce qu'il lui revient de jouer sa partition pour avoir le parrainage. Vous savez très bien que désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle dans notre pays, il est question désormais d'avoir quand même un certain nombre de parrains, notamment 28 parrains, députés ou maires, pour parrainer votre candidature pour être légitimement, légalement, candidat à l'élection présidentielle au Bénin désormais. Vous qui êtes acteur de la mouvance, est-ce que cela vous met un coup de pression? Parce que jusque-là encore, rien ne se décide en termes de choix de candidat. Non, aucun coup de pression. Chacun a son agenda. Chaque formation politique a son agenda. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous avons notre agenda. Les autres formations politiques ont les leurs. Les autres personnalités politiques du pays aussi ont les leurs. Et donc, M. Daniel Eda, que je respecte bien, a son agenda aussi. Et face à ses militants, face à ses sympathisants, il a jugé c'est tellement utile que c'est le temps pour lui de déposer sa candidature. Donc il a certainement son agenda, son calendrier, les différentes étapes qu'il entend mener pour pouvoir arriver à bout de ses ambitions. Si on considère qu'à l'UP Le Renouveau, vous aurez un candidat aussi, c'est un potentiel challenger, vous en tirez toutes les conséquences déjà? Comme vous le savez, l'Union progressiste Le Renouveau, nous sommes
à ce jour, le premier parti, la première formation politique du pays. Vous ne doutez pas que nous serons présents à toutes ces échéances électorales, que ce soit municipales, communales et présidentielles. Et n'importe qui se pointera devant nous, nous sommes prêts à affronter. Nous prenons toutes les candidatures au sérieux. On n'a pas à craindre outre mesure. Non, aucune crainte. Vous savez, comme vous le savez très bien, ce que le chien voit pour aboyer, quand le lion voit, il sourit. Donc, à notre niveau, nous sommes une grande formation politique. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national. Nous travaillons chaque jour. Le général Kérékou nous a enseigné que c'est le terrain qui commande. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons à ratisser l'âge. Donc, aucune candidature ne nous met aucune pression. Allez, en introduction, tout à l'heure, je le mentionnais, vous avez publié récemment 2 ouvrages. Le premier a pour titre « Le talonnisme, modèle de développement pour l'Afrique » et le second a pour titre « Échec des partis politiques, les réformes étaient nécessaires, des efforts restent à faire ». Parlez-nous un peu avant d'aller dans, disons, les méandres même de l'activité politique dans notre pays. C'est vrai, courant décembre, janvier, j'ai publié deux ouvrages. Effectivement, le premier a trait a pour titre le talonnisme, vu comme un modèle, qui peut servir de modèle pour les pays africains. Et le second, échec des partis politiques, les réformes étaient nécessaires, des efforts restent à faire. En ce qui concerne le premier, c'est au regard de ce qui se fait dans notre pays depuis 2016, qui a montré, qui a démontré même à plus d'un, une heureuse surprise d'un personnage politique, d'un personnage qui vient du secteur privé, mais qui a déjà réussi déjà au niveau de ce secteur, et qui a posé certainement quelques questionnements au niveau de plus d'un Béninois à l'arrivée à son élection à la présidence de la République. Et très tôt, il a montré, comme il avait dit lui-même au cours de son investiture, qu'il était prêt pour faire le job, comme il a dit. Et c'est très tôt qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il était plus que prêt, qu'il était très préparé, qu'il avait l'envergure qu'il faut, qu'il avait les tates qu'il faut, qu'il avait la vision qu'il faut, qu'il avait le courage qu'il faut, qu'il avait la manière qu'il faut, qu'il avait la vision qu'il faut, qu'il avait le nécessaire, les aptitudes nécessaires qu'il faut pour pouvoir effectivement assumer le job. Et donc, après quelques mois de difficultés, voire 1 an, 2 ans de difficultés, très rapidement, chacun s'est rendu compte que, puisque qu'il vous souvienne que d'aucuns n'avaient pas les mêmes au début du gouvernement maquette. Et alors qu'à ce moment, c'était le temps de faire le travail de terrain, le temps de travailler, d'arrache-pied sur les différents sujets, de fouiller. Et aujourd'hui, 8 ans, voire 9 ans après, les résultats que nous avons eu dans tous les domaines, notamment la restauration de l'autorité de l'État, l'agriculture qui se porte bien, l'école béninoise qui a pris son envol, les infrastructures routières, la sécurité qui est... il n'y a jamais eu de sécurité zéro, insécurité zéro, mais qui aujourd'hui force quand même l'admiration. Les taux macroéconomiques, les signaux macroéconomiques du pays qui sont ouverts et qui forcent aujourd'hui l'admiration de tout un peuple et même de tout un continent, parce que nous avons des camarades de par le continent africain, même de par le monde, c'est votre baromètre qui nous parlent. Non, je parle d'abord, j'avais listé l'essentiel d'un certain nombre de choses ici au Bénin. Vous savez très bien que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, que ce soit l'agriculture, que ce soit les infrastructures routières, l'administration, l'efficacité au niveau de l'administration, la vie politique qui était à un moment donné. Le président Boni Yahi avait parlé de démocratie Nescafé. Le président Kérékou, avant de partir, était très dérangé sur la situation. Le cardinal Ganti avait dit bref, le président Ngwedi avait dit que l'État était fragilisé, banalisé, descendu de son piédestal en 2017. Donc voilà l'état que Patrice Talon a hérité, et aujourd'hui, même de l'opposition que de la mouvance présidentielle, de la société civile, chacun convient de ce que le pays, comme disent les fonds nous soudés, nous savons que le pays il y a une autorité de l'État qui est restaurée. Et donc j'ai jugé utile de consigner cette façon de faire
et qui prend en compte la souveraineté nationale, qui prend en compte les intérêts premiers du Bénin et des Béninois, mais qui ne ferme pas le Bénin aux autres pays et qui fait respecter notre pays, où la signature du Bénin est désormais encore plus respectée que par le passé, qu'il fallait concilier quand même ça sur un papier, dans un document, et montrer que les pays africains où nous avons plus ou moins les mêmes problèmes de partout, pour montrer quand même que ce qui se fait ici et qui donne quelques résultats, où n'importe quel étranger qui arrive au Bénin aujourd'hui tombe d'accord avec nous qu'il y a des efforts qui sont faits, où les Béninois, ou qu'ils soient sur toute l'étendue du territoire national, constatent les efforts qui sont faits. Et je le dis, et dans tous les domaines, et ça, j'ai jugé utile de concilier ça dans un document, afin que non seulement ici au Bénin, d'autres acteurs politiques, des étudiants, tout autre qui aspire à la gouvernance publique, pour que effectivement, qu'ils puissent essayer de voir que pour aller chercher des modèles, c'est pas forcément au niveau de l'Occident, c'est pas seulement beaucoup plus loin du continent africain, mais que ici, nous pouvons avoir un modèle propre à nous qui prend en compte nos réalités, qui prend en compte nos spécificités, et je peux ajouter à la liste au niveau de la culture, au niveau des valeurs endogènes, au niveau de tout ce qui nous est propre et qui force la fierté de notre peuple, qui force l'admiration de notre peuple de par le monde. Et comme il a dit lui-même, il fallait travailler pour révéler le Bénin. Et je pense 9 ans après, il a réussi effectivement à révéler en bien notre pays. Et j'ai jugé utile de concilier ça dans ce document et que dans n'importe quel pays africain, au regard de la pondération qui est une des normes du président Patrice Talon, au regard de la ponctualité, au regard du respect de l'engagement, au regard du respect des deniers publics, au regard de tout faire pour ne jamais tomber dans le panneau, de tout faire pour ne pas banaliser l'État, de tout faire pour affirmer, vous savez, l'État n'a pas d'état d'âme. L'État, c'est l'État. L'État, c'est cette grande structure, superstructure qui est là pour défendre les intérêts majeurs d'un pays, d'un peuple. Et Patrice Talon a démontré à plus d'un qu'il était effectivement prêt pour le job et les résultats aujourd'hui. Alors, M. Badarou, on va en venir au second ouvrage tout à l'heure. Vous avez dit... Je voudrais quand même placer quelques questions. Alors, cet évangile Saint-Talon que vous prônez dans cet ouvrage, où vous développez le talonisme comme un modèle de développement pour l'Afrique, alors que dites-vous de ces critiques quand même sur le déficit de démocratie, sur le déficit des questions de droits de l'homme? L'État n'a pas d'état d'âme. C'est pour ça qu'il fallait déguerpir les gens de façon sauvage. Tous ces aspects de la gouvernance, vous les mettez où? Vous savez, les critiques sont inhérentes au fonctionnement de la démocratie. Sans critique, vous n'avez pas de démocratie. Et aucun leader digne de ce nom, aucun homme politique, aucun homme tout court qui veut réussir ne peut pas refuser des critiques pourvu que les critiques soient positives, pourvu que des critiques tiennent compte de ce qu'il faut faire avancer les choses. Vous savez, notre pays, nous avons, moi je n'ai pas de nationalité, je suis béninois, j'espère que c'est la même chose que c'est le cas. Donc, du coup, nous avons un héritage, que ce soit les différents rois que nous avons eus par le passé, les différents présidents de la République, les différents premiers responsables que nous avions eus, les gens se sont sacrifiés pour que nous soyons. Donc nous avons le devoir moral et républicain, patriotique, de travailler à améliorer ce que nous avions. Et donc face à ça, celui qui a la gouvernance, il vient avec sa vision, vient avec ses aptitudes, vient avec sa façon de voir les choses. Et comme nous sommes un peuple, comme nous sommes un pays, comme nous sommes dans un État, il doit y avoir d'autres pour critiquer. Maintenant, ces critiques aident parfois même celui qui a la manœuvre d'améliorer, de corriger le tir de ce qu'il a fait. Comme il a dit lui-même, il a dit c'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Et donc, il est réceptible aux critiques. Maintenant, quand vous avez bien analysé ce que vous avez à faire, quand vous avez mis des experts qu'il faut, quand vous avez mis tout le temps qu'il faut, il faut forcément toujours commencer avant de vous rendre compte s'il y a des erreurs par endroit à corriger. Et à l'heure où vous êtes à l'œuvre, il peut y avoir d'autres qui trouvent très vite ces erreurs ou fautes
Et vous, vous êtes là, et c'est ce qui se fait au niveau de la mouvance présidentielle, c'est ce qui se fait au niveau du président Patrice Talon lui-même pour corriger. Donc, ne disons pas que tout va bien, madame l'acquise, ne disons pas que le talonisme c'est la Bible, ne disons pas que le talonisme c'est le Coran, non. Le talonisme c'est une façon de voir. Le talonisme c'est une façon de gouverner. Gouverner avec un sens aigu de responsabilité. Gouverner sans se préoccuper ou bien sans être dans de spectacles béants. Gouverner sans être à vouloir plaire forcément. Parce que celui qui veut gouverner, qui veut forcément plaire, qui pense tout le temps aux prochaines élections et non à la prochaine génération, il n'est pas sûr de réussir. On constate chez le président Patrice Talon que sa préoccupation, ce n'est pas les prochaines élections, mais sa préoccupation, c'est la prochaine génération. Sa préoccupation, c'est de remettre le Bénin, je peux le dire, de remettre le Bénin à sa place, la place qui le remet dans le concert des nations, parce que dans les années 60, on appelait notre pays quartier latin de l'Afrique. Notre pays a souvent fait la fierté de la sous-région, la fierté du continent. Mais à un moment donné, il faut l'avouer parce que celui qui sait reconnaître ses fautes peut les améliorer. À un moment donné, on peut constater que, parce que vous vous souvenez que le président Kérékou a dit dans ce pays que les cadres béninois nous comportons comme des mercenaires. Un mercenaire, il fait quoi? C'est-à-dire que les intérêts de l'autre ne le concernent pas. Les intérêts du pays le concernent pas. Ce qui compte pour lui, c'est ce que lui, il gagne. Un cadre ne peut pas se comporter comme ça. Donc il faut avoir un esprit citoyen, il faut avoir un esprit républicain, il faut prendre en compte les autres. Et dans ce qui se fait aujourd'hui, et je vous avoue tout le bonheur qui est le mien de constater que la gouvernance qu'il y a à cours dans le pays depuis 2016 a restauré l'autorité de l'État, a restauré l'État béninois. Parce que quand le président Mbédji disait en 2017, je crois, que l'État qu'il a hérité était un État fragmenté, banalisé, fragilisé, descendu de son piédestal, et il suffit seulement d'observer ce qui se passait en ce moment pour se rendre compte que c'était un résumé, parfait. Carrément un autre constat de la même gouvernance. C'était un résumé parfait. C'était un résumé parfait de la situation en 2000. On peut vous concéder. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, nous avons beaucoup fait un bond en avant. Nous avons beaucoup évolué. Le système partisan qui est en train d'être assaini, la sécurité qui est de mise, l'économie béninoise qui est prospère, nous tournons autour de 6, et quelques % par rapport au taux de croissance, les signaux macroéconomiques qui sont ouverts, les enfants béninois qui sont à l'école. Monsieur Badarou, oui, j'ai l'impression que votre microscope ne voit que, disons, le côté positif des choses. Le talonisme que vous prônez là ne fait que du bien. Est-ce que ce n'est pas un peu erroné, ce que vous avez consigné là, puisque, comme l'a dit Eric tout à l'heure, il y a beaucoup de critiques. Le plan social, la question des libertés, les gens en parlent beaucoup. Donc, vous n'avez vu que ce qui est fait de bien depuis 2016 par Patrice Talon. C'est pour ça que je vous disais tantôt que tout ne peut pas être parfait, ça ne peut pas l'être, sauf l'œuvre de Dieu qui est parfaite. Mais quand on prend une politique publique, quand on prend une gouvernance, quand on prend la gestion d'un État, on observe, on essaie de voir quelle est la moyenne qu'il y a. Aujourd'hui, la gouvernance qui a cours depuis 2016 est au-delà de la moyenne, largement au-delà. Je vous ai dit tantôt que par rapport aux critiques, elles sont les bienvenues. Elles nourrissent même ce qui se fait, parce que ça permet d'améliorer par endroits, ça permet de corriger. Quand on parlait du social, je l'entends souvent, mais je voudrais simplement dire au passage que pour faire face au social, vous avez plusieurs sortes d'options. Et il y a des options qui ont échoué de par le monde, au plan international, et même ici au Bénin. Parce que nous avons vécu une bonne partie, pour le peu d'âge que nous avons vécu une bonne partie de la Révolution. Je suis un enfant de la Révolution, du PRPB. Et ça nous a conduit finalement à la conférence nationale. C'est-à-dire que si le Bénin était une entreprise en 1989-90, c'est qu'il déposait le bilan. C'était la situation catastrophique qui nous a conduit à la conférence nationale. Que ce soit au Cuba, bref, tous les pays qui ont fait l'option du social qui consiste à distribuer.
à distribuer. Il y en a qui pensent que c'est une option du social. Par contre, il y a l'autre option du social qui consiste à renforcer l'État, à renforcer, à créer des conditions qui permettent à ce que les populations se portent mieux dans leur... Si ces populations disent qu'elles ont du mal aujourd'hui à assurer les 3 repas quotidiens, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Aujourd'hui, le budget général de l'État a près de 50%. Vous évitez la question. J'y arrive. Permettez qu'on fasse des bien sûr, relances à près de 50%, 45, et quelques % du budget général de l'État est consacré au social. Aujourd'hui... À quel social, concrètement? Concrètement, quand vous prenez aujourd'hui de repas chauds qu'on assure à un certain nombre d'enfants dans le pays, c'est vrai, ça a commencé sous le régime du président Boni Yayi, mais à un taux donné. Mais aujourd'hui, c'est multiplié par je ne sais pas combien. C'est des millions d'enfants du Bénin aujourd'hui à qui on donne un repas chaud par jour. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets au niveau du ministère des Affaires sociales qui s'occupent des plus démunis, qui s'occupent des plus défavorisés, qui s'occupent des enfants orphelins, où c'est l'État qui s'occupe de leur scolarité, qui leur paie quelque chose par mois. Aujourd'hui, l'ANPE continue de faire son travail. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font au niveau social, je vous ai dit, ce que ça occupe au niveau du budget général de l'État. Si ce n'était pas une option de faire en sorte qu'il y ait des filets sociaux qui aident ceux qui sont en situation difficile, tout en pensant à l'avenir, tout en pensant à demain, il faut bien tenir compte d'aujourd'hui. Et c'est en tenant compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ces filets sociaux. Oui, comment maintenant, il faut le dire. Malgré tout cela, toutes ces batteries de mesures, d'actions qu'on mène, qu'il y a toujours des grincements de dents sur le terrain, des plaintes où on ne sent pas véritablement l'effet des efforts que l'on fait au sommet de l'État et que vous... Je vais être sans état d'âme avec vous et dire exactement ce que je pense de la situation, que je le dis très souvent. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Béninois. Je veux avoir des difficultés pour dire qu'il n'y a pratiquement plus de Béninois qui veulent vivre seulement avec son revenu. Qui veut vivre avec son revenu, comme se le faisaient nos parents avant. Où j'ai un revenu de 1000 francs, j'ai un revenu de 10 000 francs, pour ne pas dire de X francs, mais j'organise ma vie autour de X francs. Il est arrivé à un moment donné dans notre pays où aucun Béninois ne veut plus vivre non seulement de son revenu, mais de beaucoup d'à côté. Il est arrivé dans notre pays où la situation socio-économique que nous avons se retrouve quasiment en l'heure, puisque ce n'est pas assis sur notre revenu réel. Et une fois qu'un travail est fait pour fermer les vannes des à côté, notamment par la numérisation d'un certain nombre de choses, où le vis-à-vis est complètement diminué, et donc le peuple ne peut plus avoir beaucoup assez à ces facilités. Vous traitez un certain nombre de corrompus, créer un certain nombre de situations. Vous savez, je ne veux pas utiliser des mots qui fâchent, mais je veux mettre un doigt sur la réalité que chacun des Béninois que nous sommes pourrait reconnaître, même s'il est tout seul dans sa chambre, à savoir que nous ne voulons plus vivre qu'à partir de notre revenu. Un homme doit vivre à partir de son revenu. Je gagne tel franc, j'organise ma vie par rapport à ce franc-là. Mais je travaille pour son amélioration. Et l'État est là pour créer les conditions qui m'aident à améliorer ce revenu dans le temps. C'est le cas d'aujourd'hui des infrastructures routières, où vous avez des endroits, par exemple à Cotonou, et ceci, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire, où on n'a jamais rêvé ou pensé que sous peu, là, il pourrait y avoir une route bitumée qui passe par là. Et le jour où la route bitumée qui passe, une parcelle que vous avez achetée peut-être à 2 à 5 millions, vous savez très bien tout de suite de ce que ça devient. Et donc, aujourd'hui, les efforts... sans état d'âme, les efforts qui se font, par exemple, pour prendre avant, si je prends par exemple mon casier judiciaire, je suis né à Nati Tengou, je suis ici à Cotonou. Oui. Si je prends mon casier judiciaire, je suis obligé d'aller là-bas. Aujourd'hui, de mon lit, je peux l'avoir. C'est une contribution à mon social. C'est-à-dire que le risque que je dois prendre pour aller jusqu'à Nati Tengou, l'État m'a aidé à en faire économie. Si j'arrive là-bas, je ne l'aurai pas tout de suite. Les dépenses que j'aurais à faire par rapport à ça, l'État m'a aidé à le faire. À simplifier cela. Donc, il y a tellement de choses qui se font, et donc l'honnêteté intellectuelle doit amener à le constater. Maintenant, que les vannes soient fermées. Parce que le problème, c'est quoi, chers amis? C'est-à-dire que moi,
Je sais que par ici, vous pouvez me prendre des sous. Je sais que par là, vous pouvez prendre des sous. Au point où l'État béninois était en difficulté. L'État béninois était en difficulté. C'est-à-dire que, alors qu'on ne développe pas un peuple se développe. Et on ne peut pas développer un pays à partir de Salam Alik. On ne peut pas développer un pays à partir de Salam Alik. C'est-à-dire qu'aller tendre seulement la main aux autres. Aucun pays ne s'est développé comme ça. Tous les pays qui connaissent aujourd'hui le développement, je veux parler de la Chine, je veux parler des pays asiatiques, je parle même de la France. Tous les pays qui se sont développés ou qui se développent à partir de la possibilité de recréer l'État, de refaire reproduire l'État, de faire avancer l'économie du pays. Et ce n'est qu'à partir de ça, et c'est dans sa pérennisation que vous pouvez déboucher sur... Si je résume vos propos, c'est-à-dire que vous résumez la situation des Béninois en difficulté à une affaire de revenus. Donc pour vous, ces Béninois qui confessent les difficultés au quotidien, c'est parce qu'ils veulent vivre au-delà de leurs moyens, c'est ça? Ce que je vous dis, je tente de retracer. Vous savez, quand celui qui sait de quoi il souffre est guéri à moitié. Il faut comprendre la situation que nous vivons. Nous sommes entre nous béninois, on ne peut pas se bleuir, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se faire voiler la face. Il faut dire exactement ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que le gouvernement, dont on dit qu'il ne s'occupe pas du social, il faut bien voir ce qui se passe au niveau de la sous-région et à l'international. Des problèmes, des difficultés socio-économiques, c'est à l'international. Il y a des exigences qui s'imposent à vous. Et donc, si malgré ces exigences à l'international, notre pays continue de garder le cap, d'avoir de croissance qu'il faut, et mieux, de faire en sorte qu'à l'intérieur des choses, la preuve, le SMIC du pays, aujourd'hui, est à près de 52 000. C'est dans les difficultés de la sous-région et à l'international, malgré tout ça, que le SMIC est beaucoup amélioré. C'est malgré toutes ces difficultés que notre agriculture, qui sert à des millions de Béninois, c'est vrai que nous qui sommes ici à Cotonou, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire quand on parle de l'agriculture, nous ne sommes que des consommateurs. Mais ceux qui produisent, ceux qui travaillent au niveau du monde paysan et qui savent aujourd'hui, je veux saluer au passage le ministre de l'Agriculture, le ministre de Sou, c'est vrai, qui travaille sous la houlette du président Patrice Talon, mais il faut lui tirer un coup de chapeau. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la filière de riz, que ce soit l'ananas, que ce soit le coton, bref, le secteur de l'agriculture aujourd'hui, et dans les pays qui sont les nôtres, notre développement passera aussi par le carrefour de l'agriculture. Donc, c'est lui qui a la manœuvre. Si ça ne marchait pas, on va dire que c'est lui le ministre et le chef de l'État. Et donc, comme c'est lui qui a la manœuvre avec tous les cadres qui l'entourent, nous avons de très bons résultats dans le domaine agricole. Et donc, les producteurs alors sur le terrain, oui, c'est chaque jour, eux aussi, on ne peut pas se plaindre parce que on les empêche de vendre le produit au prix du marchand. Non, je voudrais souhaiter vivement que vous n'aidez pas à faire relayer cela, parce qu'on ne les empêche pas. Ce qui se fait est fait pour eux, est fait pour le pays. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des micro-industries. Ça aussi, c'est l'une des prouesses de ce qui se fait actuellement. Et nous avons des matières premières que nous pouvons utiliser dans ces industries. Aucun pays qui ne s'industrialise pas ne peut se développer. Parce que quand vous consommez toutes les fois où nous achetons ce qui vient des autres pays, c'est la croissance des autres pays que nous entretenons. Et si nous pouvons industrialiser notre pays, nous donnons de l'emploi aux milliers qui sortent des universités chaque année. Et par conséquent, si nous avons des matières premières qui nous permettent de pouvoir alimenter ces industries-là, et on est obligé, parce qu'un État est obligé d'avoir une vision de moyen et long terme, et non de court terme. Et donc, même les paysans, ils sont contents aujourd'hui. Quand ils ont fini de produire l'assai qui permet de faire écouler leurs biens, ils en sont contents. Les enfants qui sont à l'école, chaque année. Vous parlez des producteurs béninois? Je parle des producteurs béninois. En 2025? Je n'ai pas suivi. Vous parlez des producteurs en 2025? Oui. Vous êtes allé sur le terrain bien sûr, pour les écouter? Bien sûr. Vous savez... c'est tout un autre retour. Vous savez... du terrain. Il doit en avoir. Ce n'est pas eux tous, puisque nous parlons avec eux. Il doit en avoir qui estiment, effectivement, si je traverse la frontière avec mon soja, si je traverse la frontière avec mon produit, et tel produit, je peux le vendre à S+5, à S+3,
si je le vends au Bénin, auquel prix on veut me le prendre, c'est à X francs. Tout de suite, il peut penser qu'il est perdant. Parce que le plus 3 ou le plus 2 qui s'augmente à ce 10, il le perd. Mais s'il pousse un peu plus loin la réflexion, il se rendra compte qu'il est gagnant. Il est gagnant pourquoi? Il est gagnant parce qu'il contribue à l'essor industriel de son pays. Lequel essor permet à la création de la richesse dans le pays, à la création d'emplois dans le pays. D'accord. Venons-en au deuxième ouvrage, échec des partis politiques, les réformes étaient nécessaires, des efforts restent à faire. Qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Vous savez ce que nous avons hérité de la conférence nationale, c'est vrai, on a parlé de multipartisme intégral, mais le point fait, près de 3 décennies après, a montré qu'on était à près de 300 partis politiques et de manière formelle, a enregistré au ministère de l'Intérieur 278 partis politiques. Lesquels partis politiques, pour la plupart, sans idéologie pratiquement, des partis pratiquement en pièces détachées, c'est-à-dire des partis seulement de département, les partis d'arrondissement, les partis de communes, des partis commerciaux, des partis marchands, c'est-à-dire que des partis que vous ne retrouvez que quelques mois avant les élections. Dès qu'on finit les élections, vous ne les voyez plus du tout. Or, au regard de la Constitution... J'espère que votre ancien parti ne figurait pas. J'en viens au regard de ce qui est sorti de la conférence nationale et consigné dans la Constitution. Les partis politiques animent la vie politique. Et c'est de l'animation de la vie politique que ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, étant de la mouvance, expliquent ce qui se fait, démontrent ce qui se fait afin que les populations soient au courant. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place et donc qui officient dans l'opposition soient en mesure de s'y opposer, d'apporter leurs critiques, lesquelles critiques peuvent aider celui qui est à la mouvance, celui qui est qui dirige le pays, à corriger le tir, à rectifier le tir. Et donc quand on prend l'ensemble, ça contribue à faire avancer le pays. Et donc quand les partis politiques n'animent plus la vie politique, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand les partis politiques n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de vision pratique, quand les partis politiques ne sont plus ce qui doivent être intrinsèquement, ça pose problème. Et la preuve tangible de ce que je vous dis, de 1990 à 2016, à 2021 même, aucun parti politique n'a réussi à faire élire un leader de ses rangs pour devenir chef de l'État. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est un échec puissant qui, Dieu merci, à la faveur de la réforme de 2018, améliorée en 2019, a permis de corriger permet de corriger tant soit peu ce que j'appelle cet échec. Et aujourd'hui, quand vous allez au niveau du ministère de l'Intérieur, tout calcul fait, nous sommes à 11 partis politiques. Si j'ajoute le libéral, je mets ça entre guillemets, puisqu'il y a quelques questionnements à ce sujet, nous sommes à 12. Et donc des partis politiques qui doivent avoir alors d'envergure nationale, qui doivent avoir leur idéologie, qui doivent avoir les militants qui leur sont fidèles, qui doivent être dans tous les contrées du pays, de sorte que quand le parti politique veut poser un problème, il est en mesure de le poser en tenant compte vraiment de toutes les réalités. Parce qu'un parti politique, c'est son bureau politique, c'est sa direction exécutive, c'est ses sections, ses sous-sections, ses cellules. Et une fois que vous les avez sur toute l'étendue du territoire national, ça vous aide à mieux appréhender l'essentiel de ce qui se fait. Et donc, vous travaillez sur le terrain et si vous arrivez à prendre le pouvoir, vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire et vous avez des gens avec qui il faut le faire. Et donc, c'est au regard de cet échec cuisant de la classe politique, des partis politiques, et qui a montré beaucoup des limites des partis politiques, du fonctionnement des partis politiques dans notre pays, que j'ai jugé utile de consigner dans un papier sur cet échec, et tout en montrant que les réformes qui sont faites permettent de corriger cet état de choses, mais qu'il reste encore des efforts à faire, des efforts dans le sens d'éviter sérieusement la transhumance politique, des efforts
qui consiste à avoir une idéologie claire. Quand on parle de tel parti politique, il faut qu'on sache que c'est un parti... Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va, que ça marche, la réforme est en train de, véritablement, la mayonnaise est en train de prendre? Ça prend avec toute difficulté inhérente à toute nouvelle initiative. Mais ça prend, puisque qu'est-ce que nous avons gagné en dehors de la réduction de cette kyrielle de partis politiques pour l'instant? Qu'est-ce que nous avons gagné? Ce qu'on gagne, par exemple, c'est la mutualisation des forces politiques au sein des creusets. Quand vous prenez l'Union progressiste, le renouveau, quand je disais tantôt que c'est la première force politique du pays, il y en a qui caquillent les yeux quand on dit ça, mais en réalité, c'est des choses qui sont vraies parce que vous avez plus de 175 partis politiques de l'ordre ancien qui se sont retrouvés. Et la plupart des grandes formations politiques qui ont existé dans le temps. Je vais parler du PSD du président Bruno Amoussou, je vais parler du MADEP, je vais parler du PRD, je vais parler de la Renaissance du Bénin, je vais parler du parti de Sakalafia, du parti FDU. Quand on a laissé ça, qu'est-ce qu'on y a gagné encore? Ce qu'on gagne encore aujourd'hui, peut-être que vous étant en dehors de ce que nous faisons, nous qui sommes à l'intérieur, on se rend compte de ce que nous gagnons, de sorte que aujourd'hui, si au niveau de l'Union progressive, par exemple, nous avons quelque chose à faire à Kandi, je souligne au passage qu'il y a le parti aussi du président Issa Salif, nous voulons faire quelque chose à Mananville, on n'a pas besoin d'aller rechercher quelques mercenaires politiques. On n'a pas besoin d'aller démarcher des gens. On a déjà des militants venant de ces anciens partis politiques qui sont avec nous. Donc, une certaine coercition, une certaine intégration qui nous permet de mieux travailler, de savoir exactement ce que nous faisons. Et c'est le pays qui gagne parce que avoir de formation politique, aujourd'hui, l'Union progressive, le renouveau, c'est 53 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, on a 3 groupes parlementaires. On a 3 forces politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une certaine harmonie dans la gestion de la chose politique parce que nous sommes un pays en situation qui ne peut pas se permettre le luxe de certaines aventures auxquelles nous nous sommes donné libre cours. Et aujourd'hui, grâce à cette réforme du système partisan, et qui a donné ce résultat à l'Assemblée nationale, où vous avez 3 grandes formations politiques, vous avez 2 qui sont de la mouvance présidentielle, et l'autre qui a 28 députés, je vais parler du parti Les Démocrates, que préside le président Boni Yayi, et qui s'oppose. Et donc il y a une sorte d'harmonie dans le fonctionnement de la chose politique. Quels sont les efforts qui restent à faire que vous avez soulignés dans le document? Les efforts qui restent à faire, c'est qu'au niveau de chaque parti politique, nous devons pouvoir avoir des idéologies claires et qui sont vraiment disséminées au niveau de chaque militant. C'est-à-dire chaque militant qui adhère, c'est à quoi il adhère réellement. Deuxième chose, la possibilité de ne plus avoir des va-et-vient, des transhumances, même si c'est à l'interne, si ce n'est pas que la loi qui permet même de ne pas aller au-delà. C'est ce qui avait été vendu au départ, mais on sent que c'est même au niveau de la mouvance que ça se passe. Non, c'est beaucoup limité aujourd'hui et c'est là qu'il faut féliciter ce qui est fait. Vous avez, dans un passé récent, c'est pas évident que les 28 députés des démocrates soient toujours en l'état, que les 53 députés de l'Union progressiste soient toujours en l'état, les 28 du Bloc soient toujours en l'état, non. Et si vous posez la question au président Djobenou, au président Blaise Biotchane, au président Boni Yayi, ils vont vous dire la quiétude qu'ils ont face à ce que leurs députés sont là. Est-ce que cet actelage-là, cet assemblage forcé par la réforme, est-ce que véritablement au sein des partis, est-ce que ça marche? Chacun joue le rôle qui est le sien, le dialogue, disons, l'entente, je veux faire allusion à ce qui se passe, on va y arriver tout à l'heure, où facilement quelqu'un peut se lever et commencer par uriner sur la tête du fétiche rapidement. Non, vous savez, même la vie... même les pratiques... Même la vie en couple, où vous n'êtes que 2, ce n'est pas toujours tranquille que ça. Parce qu'on ne va pas nous vendre ce ventre du vent. Il faut dire les choses exactement qu'ils ont. Mais maintenant, je veux dire qu'il n'y a rien qui soit forcé. Qu'ils vous souviennent qu'en 2008, ici, à Kounou, c'est nous qui avions initié, par exemple, déjà la nécessité de la mutualisation des forces politiques, de ce que nous avons appelé à l'époque les GIF, devenu Union fait la nation après. C'est cette Union fait la nation après qui s'est retrouvée avec beaucoup d'autres formations politiques pour créer l'Union progressiste, devenue après l'Union progressiste, le renouveau. C'est la même chose au niveau du bloc républicain, c'est la même chose au niveau du parti les démocrates, Moël Bénin, la Renaissance, ainsi de suite. Bref, les différentes formations politiques que vous avez là aujourd'hui
ou des leaders qui ne pouvaient pas être ensemble sont ensemble. Et parce que ce qui nous unit forcément est plus important que ce qui nous divise. Ce n'est pas que nous avons des frontières étanches, des choses qui vraiment nous séparent. Si ce n'est pas que, regarde ce que la loi n'était pas bien encadrée, où chacun faisait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, c'est que nous travaillons ensemble, nous travaillons en harmonie, nous travaillons à consolider nos bases. Ce n'est jamais comme de l'eau à boire. Mais si la conviction y est, si la volonté y est, si la vision y est, les choses se passent bien. Et c'est le cas, visiblement bien au niveau de l'Union progressiste. Visiblement bien. Bien sûr que ça se passe très bien. C'est même pas, ça se passe très bien. Parce que dans un parti politique, dans une association, même comme dans un simple couple, il peut y avoir, même dans notre bouche, là vous avez la langue et les dents qui leur arrivent de chamailler, mais ils ne se séparent jamais, ils sont là. C'est comme les testicules de mouton, ça bouge, ça balance, ça ne descend jamais. Donc c'est exactement la même chose au niveau des formations politiques, où l'effort se fait au niveau de chaque leader, au niveau de chaque responsable politique, au niveau des militants, et c'est pour ça que nous faisons souvent des descentes sur le terrain pour sensibiliser, pour montrer aux militants la nécessité de prioriser, parce que ce qu'il faut prioriser, c'est le pays. Ce qu'il faut prioriser, c'est nos populations. Ce qu'il faut prioriser, c'est l'héritage que nous avons en commun, et je pense que les efforts se font pour y aller. Alors, sur cette réforme, justement, beaucoup d'observateurs pensent que en voulant régler un problème, on en a créé beaucoup d'autres. D'abord, avec cette réforme, nous avons eu à l'Assemblée nationale 2 partis de la mouvance seulement, dans une démocratie. Avec cette réforme, aujourd'hui, on redoute les violences électorales. Avec cette réforme, aujourd'hui, on parle beaucoup d'exclusion. En tout cas, c'est le discours du côté des opposants. Voyez-vous. Alors, comment vous vous réjouissez avec cette réforme, avec tous ces problèmes que nous avons? Je me réjouis de quoi? Je pense qu'autant que nous sommes, chaque citoyen béninois digne de ce nom, comme dit le président Mathieu Kérékou, devait se réjouir. Malgré les problèmes de ce que nous avons une démocratie qui fonctionne. Le fonctionnement de la démocratie, c'est quoi? C'est basé sur les lois que vous êtes librement données. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais la prise en compte des intérêts, des aspirations de la minorité. La démocratie, ce n'est jamais l'unanimisme. Il faut que chacun enlève ça de la tête. Où nous avons fait l'option de la démocratie, et on ne peut pas l'être à moitié. Je constate souvent que nous avons beaucoup qui sont des démocrates à moitié. Quand on est démocrate, on l'est à part entière. Et nous avons fait l'option à la conférence nationale, et je dois dire au passage, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont contribué. On a subi la dictature de la majorité. Il se fait que la démocratie, heureusement ou malheureusement, c'est la dictature des tests. Même quand c'est des questions qui nécessitent... C'est la dictature des tests. Et je vous prie d'aider chacun d'entre nous, acteurs politiques, ceux de la société civile. Je vous prie d'aider chacun des citoyens béninois à le comprendre. Que la démocratie, c'est la dictature des tests. Et dans votre parcours, la démocratie, vous avez retrouvé une fois dans l'opposition? Bien sûr. Qu'il vous souvienne que, en tant que secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique, on a officié pendant longtemps dans l'opposition. Vous avez subi la majorité. Et je peux même vous dire, j'ai carrément grandi. J'ai carrément grandi dans des thèses de l'opposition. J'ai carrément grandi, mon parcours militant a été souvent proche de l'opposition. Et c'était quoi vos arguments quand vous avez en face de vous des gens qui tiennent ce discours? Non, ce qui a fait quand vous êtes de l'opposition, j'ai l'habitude de dire aussi ceci. Quand on est de l'opposition, vous êtes un gouvernement aussi, sauf de l'autre côté. Quand on est en opposition, à la limite, vous travaillez plus que celui qui est de la mouvance présidentielle. Puisque celui qui est de la mouvance, celui qui a la gouvernance, lui, il a déjà ce que vous recherchez. Et donc, si vous voulez prendre le pouvoir, vous avez à multiplier vos efforts par 2 ou par 3. C'est le cas de ce que le FPI de Laurent Gbagbo a fait. C'est le cas de ce qu'Albert Tévoïdré a fait ici. C'est le cas de ce qu'a fait Ablaye Wade du PDS. C'est le cas de ce qu'a fait Etienne Tshisekedi Ouamoulouba. Même si lui-même, en tant qu'Etienne, n'y est pas, son fils, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, gouverne le Congo démocratique. Donc, le président Chirac, c'est pareil. François Mitterrand, c'est pareil. C'est-à-dire que l'opposition, c'est le gouvernement de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Dans tous les secteurs, vous travaillez. Dans tous les secteurs, vous travaillez. Vous êtes à la manœuvre. Vous êtes à la critique, oui, quand c'est bien, vous dites que ça peut être mieux.
Même quand vous sentez que c'est mieux, vous montrez que si vous étiez là, vous pouvez faire ceci et cela. De sorte à ratisser l'âge pour les prochaines consultations. Être opposant ne veut pas dire s'opposer au pays. Ça, il faut aussi dire ça à chacun d'entre nous. Être opposant ne veut pas dire s'opposer au pays. Ne veut pas dire s'opposer à tout. Être opposant aussi, c'est d'être en mesure de trouver parfois... D'ailleurs, quand j'ai publié mon ouvrage, j'étais de l'opposition. C'est pour vous relancer. Je vous en prie, je vais finir. Je suppose aussi qu'il faut tout accepter, je vais finir, supporter. Je vais finir sur le sujet en disant, en 2009, quand je publiais mon ouvrage à l'occasion de nos 50 ans d'indépendance, oui, la nécessité de renouer avec les repères, j'avais jugé utile, en tant qu'opposant, de faire préfacer ce livre par le professeur Albert Tévoyer, qui était à l'époque, lui, de la mouvance présidentielle. Et de faire préfacer ce livre par le président Idjikola Olé, qui était le coordonnateur de l'Union fait la Nation. Et donc, mouvancier opposant se retrouve en préface et en postface de cet ouvrage. Et le jour du lancement de cet ouvrage, opposant que j'étais, opposant que nous étions, nous avons réussi à faire venir dans la salle ceux de la mouvance. Un certain nombre de ministres étaient dans la salle. Un certain nombre de chefs de mission du président. C'était pour montrer à l'opinion publique que la République est une, la nation béninoise est une. Et que face aux enjeux majeurs du pays, face aux intérêts vitaux de notre pays, nous devons avoir la possibilité de nous retrouver. Et ça ne veut pas dire, parce que si l'opposition doit être là pour tout accepter de la mouvance présidentielle, eh bien, essaie d'être une opposition. C'est pas ce que je dis. Mais je dis ceci, il doit y avoir des sujets sur lesquels au moins on peut être d'accord. Maintenant, il doit y avoir des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on amène ces approches. On apporte ces approches. D'un mouvancier, parce que tel qu'on le voit aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans le soutien total, vous gobez tout, toutes les réformes, elles sont bonnes. Justement, c'est le discours que vous portez. Non, sauf, mon cher ami et chers amis, sauf que si vous êtes de la mouvance présidentielle, le vrai, les endroits où vous estimez qu'il y a des choses à revoir, à corriger, mais c'est à l'interne que ça se fait. Là aussi, je rejoins toujours la famille, un couple. Vous n'êtes pas à deux, vous n'êtes pas mariés, pour que sur la place publique, vous êtes là à crier les défauts de votre épouse, ou qu'elle soit là à crier les défauts de son époux. Ça se règle à la maison. Mais dès que vous sortez de la maison, vous affichez l'harmonie. Alors là, parce que la mouvance présidentielle, et je voudrais saluer au passage le chef de l'État qui réussit à être un chef de la majorité qui tient la boîte, qui tient la maison, qui fait avancer la maison. Et au-delà de la maison, qui fait avancer le pays. C'est-à-dire quoi? Il faut que, à l'intérieur de la mouvance présidentielle, ce n'est pas des difficultés qui manquent. Ce n'est pas des points de désaccord qui manquent sur tel ou tel sujet. Là où il y a trois personnes, où nous sommes trois ici, ça peut être trois différentes sortes de réflexions. Maintenant, il faut que vous trouviez les instances qu'il faut pour poser le problème. N'attendez pas de moi, de la mouvance présidentielle, de venir apporter des critiques au régime ici. D'accord. Alors, si vous le dites si bien, comment vous interprétez alors les prises de position de Maître Adrien Ogbedji, qui a façonné, disons, la mise sur pied de l'UP Le Renouveau, qui a contribué jusqu'à, on ne sait plus si c'est le cas, jusqu'à un passé récent, à maintenir debout cette formation politique. Aujourd'hui, il est sorti bien des fois où il a semblé désavouer un peu tout ce qui se fait là, surtout en matière politique, la gouvernance politique de Patrice Talon. Comment vous l'interprétez, vous qui êtes si proche de lui? Non, vous parlez du président Adrien Ogbedji. Et quand on parle du président Adrien Ogbedji, chacun sait ce que ça veut dire dans le pays. Adrien Ogbedji, c'est 3 fois président de l'Assemblée nationale. Adrien Ogbedji, c'est ancien Premier ministre. Adrien Ogbedji, c'est une participation effective aux élections présidentielles un certain nombre de fois, arrivé deuxième au moins 2 fois. Adrien Ogbedji, c'est le leader d'un parti qui a fait beaucoup d'élus communaux, municipaux et députés à l'Assemblée nationale. C'est tout ça, c'est une somme d'expérience. Les différentes sorties dont vous faites état. Et aujourd'hui, Adrien Ogbedji est l'un des hauts personnages de l'Union progressiste, le Renouveau. Et maintenant, comme l'a su résumer le président Joseph Djogbenou, quand les vieux posent un certain nombre de problèmes, et les enfants doivent savoir s'éloigner de ces problèmes-là
et aider à ce que les choses rentrent dans l'ordre qu'il faut. Donc je peux vous dire que c'est des choses qui sont sous contrôle. C'est ça. C'est pourquoi Joseph Diogbenou était à son domicile. Vous pensez que cette démarche-là va sauver un peu les meubles? C'est même... non, il n'y a même pas de meubles à sauver. Les sessions de l'Union progressiste de renouveau fonctionnent bien. Et dans ces sessions, vous avez les amis de l'UP... Vous semblez minimiser un peu la situation, M. ceux du Parti du renouveau démocratique qui sont ensemble au niveau des sous-sessions, au niveau des cellules, parce que nous avons déjà mis tout ça ensemble et ça fonctionne très bien. Il y a des députés issus du PRD qui sont dans l'Union, des députés UPR qui sont à l'Assemblée nationale. Ils font leur job comme cela leur est dévolu. Vous avez la participation au gouvernement du Parti du renouveau démocratique, muet désormais dans l'Union progressiste de renouveau, que ça se passe bien. Donc, au niveau de la machine, les choses se passent très bien. Donc les démarches du président Diogbenou, qui ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième, très souvent que le président Diogbenou, il voit les différents premiers responsables au niveau de ce que nous appelons les sages de l'Union progressiste le renouveau. Vous savez, comme disait un de nos adages, quand un enfant abat un arbre dans la forêt, seul un vieillard peut savoir là où l'arbre va tomber. Et donc, c'est ça, il faut inscrire les démarches du président Joseph Diogbenou dans ce sens-là, que ce soit le président Bruno Amoussou, le président Nago, le président Iji, le président Mbouji. Il les visite souvent afin de pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets inhérents au fonctionnement du parti, mais aussi inhérents à la gestion du pays, puisque nous sommes la formation politique la plus importante de la mouvance présidentielle. Parlons du fonctionnement de l'UP Le Renouveau. On a vu également Biot Tchani à la tête d'une délégation qui était au siège de l'UP Le Renouveau. Qu'est-ce qu'on peut, quelle leçon on peut tirer de ce rapprochement? Là aussi, non, c'est même pas un rapprochement. Nous sommes ensemble. Nous constituons... Déjà, vous avez fait la fusion? Nous sommes... Non, c'est pas une question de fusion. Nous sommes... nous sommes tous deux les plus grandes formations politiques. Nous sommes tous deux les plus grandes formations politiques de la mouvance présidentielle. Le président Joseph Diogbenou, avec la haute direction, ils vont souvent chez le président Blaise Biot-Tchani et les amis du BR et vice-versa. Parce qu'une fois que nous sommes ensemble à soutenir, j'ai dit tantôt que les deux formations politiques sont représentées à l'Assemblée nationale au titre de la mouvance présidentielle pour soutenir le régime. Il est bon que très souvent qu'ils se voient pour essayer de changer. Et nous avons des échéances majeures qui pointent à l'horizon. Et donc, il est de bonne loi, effectivement, que ces démarches-là se Vous êtes préoccupé par ces échéances électorales? Préoccupé, c'est un enjeu. C'est la première fois que nous aurons une échéance des échéances comme ça, à savoir municipales et législatives ensemble, présidentielles tout de suite après. Donc, si on est responsable, on est obligé effectivement de s'en occuper, de s'en préoccuper, de travailler à ce que cela se passe bien. Mais il n'y a pas à céder à ceux qui vendent la peur aux Béninois. Il n'y a pas à céder aux vendeurs du vent, aux aventuriers. Il y a à dire aux Béninois, il y a à mobiliser, il y a à sensibiliser sur l'intérêt majeur que cela constitue pour nous de faire les élections ensemble, et de deux, sur l'intérêt majeur qui conduit pour nous de mutualiser les forces politiques, sur l'intérêt majeur à faire en sorte que les députés soient élus conformément à ce qui est là comme loi, et pareil pour le municipal et pour le prochain président de la République. Monsieur Moukaram, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En 2 minutes, nous avons encore 2 autres questions. Vous êtes aussi président de la Fondation Conscience Citoyenne. Que faites-vous exactement? La Fondation Conscience Citoyenne est une société scientifique qui travaille sur la promotion des valeurs citoyennes, les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs patriotiques et les valeurs républicaines. J'ai dit tantôt que on constate que ces différentes valeurs se sont érodées dans notre pays et on a jugé utile à travers cette fondation de travailler avec beaucoup d'autres sur ces questions-là, de sorte que le lien de la famille, qui est un lien important, soit préservé, les valeurs sociales et morales
préserver aussi, améliorer les valeurs citoyennes, de sorte qu'il faut que chaque Béninois sache que c'est notre pays. S'il y a des sacrifices à consentir, il faut le faire, parce qu'il s'agit de nous-mêmes, il s'agit de nos enfants et de nos petits-enfants. On remarque aussi que vous êtes aussi, comment je dirais, vous sentez le besoin justement de renouer, en tout cas la nouvelle génération, avec les repères. Vous êtes plutôt inquiet ou optimiste? Je veux être optimiste au regard du travail qui se fait, non seulement par le gouvernement qui est là, mais avec aussi beaucoup d'associations qui sont sur le terrain, qui travaillent, le travail qui vient d'être fait par rapport au système royal dans notre pays, où chacun, dans chaque ces groupes dont je viens de faire, un travail se fait pour pouvoir faire comprendre, parce que on ne doit pas se livrer seulement. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Donc, ça va tellement dans tous les sens où il faut travailler à maintenir l'école, il faut travailler à faire en sorte que l'éducation soit de mise au niveau de chaque enfant béninois, au niveau de chaque adulte même, de sorte à ce que priorité soit donnée au Bénin, de sorte à ce que nous soyons en mesure de travailler ensemble pour faire avancer notre pays. Allez, c'est la fin. Je vous ai tout le temps. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Allez, on vous a reçu il y a environ 1 an. On vous reçoit encore aujourd'hui. On espère que vous serez toujours disponible quand le débat politique va devenir plus intense. Ce serait toujours avec plaisir. Voilà. Mokaram Badarou, il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Il était notre invité. Nous avons parcouru l'actualité nationale. Nous avons parlé un peu de tout, du talonnisme, également des partis politiques. Il a parlé du social. Il a abordé un certain nombre de sujets sur Zone Franche. Merci Eric. Merci Franck. Monsieur Badarou. Bon retour à vous à Porto Novo. Merci à toute l'équipe de réalisation. À dimanche prochain.